Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 16 décembre 2022, il est presque 17 heures et je vous retrouve pour une 5e émission intitulée Stop à l'ukraïnisme. Je rappelle pour les personnes qui n'ont pas vu les précédentes émissions que je considère l'ukraïnisme comme l'équivalent du communisme, c'est-à-dire une propagande médiatique et gouvernementale qui vise à imposer à la population, légèrement ignorante, un discours composé de mensonges et d'omissions et qui vise à saturer le cerveau de la population pour leur faire gober ces mensonges et ces omissions. Et le sujet, bien sûr, de l'ukraïnisme, c'est de faire passer l'État actuel qui s'appelle l'Ukraine pour une pauvre victime du méchant État qui s'appelle l'URSS et qui se serait jeté sur elle le 24 février 2022 sans aucune raison. Ça, c'est ce que dit le discours ukrainiste, que la Russie de Poutine n'avait aucune raison d'attaquer l'Ukraine le 24 février 2022. Et depuis 5 émissions, donc, eh bien, j'essaie de vous présenter, enfin, je vous présente des personnalités qui ont une voix dissidente dans ce discours omniprésent et qui justement nous donnent d'autres informations, qui nous donnent un autre point de vue, qui nous donnent aussi un arrière-plan historique et géopolitique qui nous permet de comprendre la complexité de ce conflit, qui ne date pas du 24 février 2022, évidemment. Et donc, j'ai sélectionné déjà presque une vingtaine de personnalités francophones, pour la plupart, qui, depuis des années, nous donnent justement cet arrière-plan historique et géopolitique sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, aujourd'hui, eh bien, je vais faire parler une personne qui n'a pas encore de visage, parce que cette personne, je l'ai découverte hier, tout simplement, hier matin, en continuant justement toujours mes recherches, et j'ai découvert sur la plateforme Odyssée, une chaîne YouTube, une chaîne Odyssée, pardon, qui s'appelle Renard Buté. Donc vous voyez le logo en haut. Donc je sais que c'est un homme. Il est français, il a l'air assez jeune d'après sa voix, mais il n'y a pas de visage pour cette personne. Et donc ce que j'ai découvert, c'est un documentaire, enfin un montage documentaire, on va dire, que ce jeune homme qui s'appelle Renard Buté a concocté sur justement l'arrière-plan historique du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et ce documentaire m'a paru vraiment intéressant, bien fait. Il y a quelques points sur lesquels je suis en désaccord, mais je me suis dit que ça serait intéressant de vous le faire connaître, parce que c'est une chaîne Odyssée qui est très récente, elle a été créée il y a 1 an à peu près. Voilà, donc en fait, cette émission va laisser parler donc le montage documentaire de Renard Buté pendant à peu près 50 minutes. Et puis ensuite, eh bien, comme d'habitude, je reviendrai sur quelques points qui sont cités dans le montage documentaire et je vous donnerai des précisions sur ces points-là. Voilà. Alors, avant de lancer le générique, je vais faire une petite correction par rapport à ce que j'ai dit il y a 2 jours. Vous savez qu'en début et en fin d'émission, je vous mets des morceaux de musique russes ou soviétiques et pendant les premières émissions, je vous avais mis l'hymne national de Russie dont j'avais sélectionné plusieurs versions. Et puis il y a 2 jours, j'ai un peu changé et j'ai mis un morceau de musique qui s'appelle le chant d'Alexandrov et qui est chanté par les chœurs de l'Armée rouge. Et j'ai fait une petite erreur parce que je vous ai dit que l'ensemble, le chœur qui chantait ce morceau s'appelait depuis 2016 l'ensemble Alexandrov. Et en fait, je me suis trompée parce que il y a ce qu'on appelle en français les chœurs de l'armée soviétique. Eh bien, en fait, il y en a 2. Il y a un chœur qui s'appelle le chœur Alexandrov, et il y en a un autre qui s'appelle les chœurs de l'armée soviétique MPV ou MVD, je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a 2 chœurs, voilà. Et l'ensemble Alexandrov, c'est un de ces 2 chœurs de l'armée rouge, et il a été créé en 1928, comme vous le voyez, et il s'appelle l'ensemble Alexandrov du nom de la personne qui a dirigé cet ensemble quasiment dès les premières années. Donc cet homme s'appelle Alexandre Alexandrov, et vous voyez au milieu, vous voyez un timbre à son effigie.
Et la particularité de cet ensemble Alexandrov, c'est qu'il est à la fois donc un chœur, donc vocal, et puis il y a aussi un ensemble de danse. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ces deux images à gauche et à droite. Et donc dans la plupart des représentations de l'ensemble Alexandrov, eh bien il y a aussi des danses de la partie danseur de l'ensemble. Et le morceau que je vous ai mis, que je vous ai fait découvrir donc il y a 2 jours, qui s'appelle donc le chant d'Alexandrov, a été composé par une femme soviétique, enfin russe et soviétique, enfin soviétique et puis russe, qui s'appelle Alexandra Parmutova. Et vous voyez, comme je vous avais dit, elle a 93 ans, elle est toujours en bonne santé parce qu'elle est née en 1929. Et donc c'est elle que vous voyez en bas à gauche. Et c'est assez... Je ne le savais pas avant d'écouter le chant d'Alexandrov. Je ne savais pas du tout que c'était une femme qui l'avait composé. Mais je me dis que c'est vraiment une bonne coïncidence de voir une femme qui a eu les honneurs justement de l'URSS lorsqu'elle a bâti sa carrière en URSS et qui est toujours en vie. Et vous allez le voir non pas dans le générique du début, mais dans la version que je vous mettrai à la fin. Elle accompagne aussi au piano le chant d'Alexandrov avec l'ensemble Alexandrov lorsqu'ils sont en représentation. Et ce que je vous ai mis au centre, en bas au centre de l'image, c'est l'emblème en quelque sorte de cet ensemble vocal, l'ensemble Alexandrov. Mais sans plus tarder, donc, eh ben, on va écouter ce morceau de musique, donc le chant d'Alexandrov, qui parle des soldats de l'armée soviétique puis de l'armée russe et la vocation de ces soldats, comme ils le disent à un moment donné dans la chanson, c'est à la fois de défendre la patrie, mais c'est aussi, en tant qu'artiste, justement de donner une représentation culturelle de leur pays. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment un beau chant, à la fois par les paroles et puis par la musique. Donc, on y va pour le chant d'Alexandrov avec les paroles que vous allez voir inscrites en sous-titres en russe et aussi en anglais. Pour l'instant, je n'ai pas pu faire la traduction en français. À tout à l'heure après le générique. долинам и по взгорьям время движется вперед, запевает нашу песню Александровский народ. По профессии артисты, по призванию бойцы, расправляет крылья песня и летит во все концы. Расправляет крылья песня и летит во все концы. И вдвоем, и втроем будем Родине служить. И пока жива Россия, наша песня будет жить. И пока жива Россия, наша песня будет жить. Наши песни
строю, будем Родине служить. И пока жива Россия, наша песня будет жить. 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 Et voilà, donc c'était le chant d'Alexandrov. En Russie, c'est en russe, pardon, c'est Alexandrovskaya Piesnia. Et je crois que vraiment que je vais me décider à apprendre le russe parce que ça me plaît beaucoup comme langue. Voilà. Alors, donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on fait la 5e émission qui s'appelle Stop à l'ukraïnisme. Et je me disais que, enfin, je ne sais pas si j'avais expliqué dès le début pourquoi j'avais eu envie de faire ces émissions, mais principalement, enfin, il y a 2 raisons principales. La première, c'est que donc l'ukraïnisme, pour moi, c'est un discours mensonger comme le covidisme, et donc je supporte pas ce qui est basé sur des mensonges. Et puis la deuxième raison, c'est que en comprenant l'arrière-plan historique et géopolitique, eh bien, je me dis que le véritable ennemi à l'heure actuelle de la plupart des pays du monde, c'est les États-Unis, ou plutôt le gouvernement des États-Unis, le gouvernement actuel des États-Unis. Et du coup, ça m'a rappelé ce que j'avais déjà commencé à comprendre sur la volonté hégémonique des États-Unis quand j'étais jeune, quand j'avais 20 ans. Et j'étais alors abonnée au Monde diplomatique. Et c'est vraiment en lisant ce journal, en lisant les articles très très bien documentés, très bien informés, que j'avais commencé à comprendre la volonté hégémonique des États-Unis, et que cette volonté les incitait, leur permettait de faire les pires crimes ou les pires atrocités sous le couvert d'amener la démocratie dans les autres pays du monde. Et donc, en fait, donc, si vous voulez, le discours totalement hystérique dans les médias contre la Russie, la russophobie qui s'est développée depuis février 2022, ça m'a ramené à l'hystérie anticommuniste qui était très vivace dans les États-Unis après la Première Guerre mondiale, et puis après la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide. Et donc c'est quelque chose que je supporte pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais apporter ma petite pierre à la révélation de la vérité historique, et je vais essayer de démonter ce discours de propagande et de mensonge. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit avant le générique, eh bien, je vais vous diffuser un montage documentaire que j'ai découvert hier sur la chaîne Odyssée de Renard Buté. Et je le trouve vraiment, vraiment bien fait, ce documentaire. Et j'ai appris beaucoup de choses, notamment à un certain moment sur l'importance des milices privées, des armées militaires privées, des sociétés de sécurité qui sont quasiment des armées privées et qui se sont développées à la faveur de la première guerre du Golfe, plutôt la seconde guerre du Golfe, parce que la première guerre du Golfe, c'était celle entre l'Irak et l'Iran entre 1980 et 1988. Mais c'est là, évidemment, l'Occident ne s'en souvient pas parce que il n'était pas directement impliqué. Donc la première guerre du Golfe, c'était entre 1980 et 1988, un conflit meurtrier entre l'Iran et l'Irak. Et la deuxième guerre du Golfe, c'est celle donc de l'Occident contre l'Irak en 1990-1991. Et je ne sais même plus pourquoi je parle de ça. Ben, je suis désolée, j'ai perdu le fil. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, oui, voilà, c'est ça, c'est que c'est lors de cette première guerre du Golfe selon l'Occident en 1991, donc contre l'Irak, qui avait envahi le Koweït, que les entreprises privées offrant des services militaires sont apparues, et ensuite elles se sont énormément développées. Et dans le documentaire que vous allez voir, eh bien, j'ai appris
qu'elles avaient vraiment pris une place énorme dans les différents conflits mondiaux. Voilà. Donc ce documentaire, je le trouve bien fait, à 80%. Par contre, il y a 4 points sur lesquels je suis en désaccord et je voulais vous le dire dès à présent pour que lorsque vous entendrez ces informations dans le documentaire, vous les preniez donc avec précaution. Donc, rapidement, le premier point sur lequel je suis en désaccord, c'est que le Renard Buté ne parle pas de l'origine scandinave de la rousse de Kiev au 19e siècle. Vous verrez qu'il donne une autre origine et donc j'ai fait quelques recherches là-dessus et là, actuellement, la majorité des historiens considèrent que l'état féodal qu'on appelle la rousse de Kiev était d'origine scandinave. Les 2 points suivants sont plus importants. C'est-à-dire que Renard Buté, dans son montage, il donne 2 informations qui sont fausses. Je suis désolée. Donc, premièrement, il dit qu'il y a un ancien agent de la CIA, Robert Baer, qui, le 10 octobre 2012, excusez-moi, je me suis trompée, 2012, aurait déclaré dans une entrevue que la CIA aurait reçu des millions pour démembrer la Yougoslavie. Or, ça, c'est pas vrai. Donc ça, je vous l'expliquerai après dans les commentaires, mais c'est pas vrai. Et une autre fausse information qu'il donne, c'est vers la fin de son montage, il montre à l'écran un prétendu rapport d'un cercle de pensée, d'un cercle de discussion qui s'appelle la Rand Corporation, qui est chargé d'influencer et de conseiller et d'influencer notamment le Pentagone aux États-Unis. Et donc, ce rapport de la Rand Corporation serait daté du 25 janvier 2022 et s'intitulerait « Affaiblir l'Allemagne ». Or, c'est faux. C'est quelque chose qui est faux. Donc là, je voulais vous prévenir aussi et je vous l'expliquerai plus en détail après le documentaire. Et puis, surtout, dans ce montage documentaire, il y a 8 minutes dans lesquelles Renard Buté présente une thèse qui consiste en faire l'amalgame entre les mondialistes, les sionistes et les satanistes. Voilà. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord avec cette thèse, mais alors pas du tout. Donc, j'ai décidé d'enlever ce passage du montage que je vais vous présenter. Et bien sûr, si vous avez envie d'entendre ce que Renard Buté dit de cette thèse, eh bien, vous pourrez retrouver le documentaire intégral avec cette partie-là sur sa chaîne Odyssée. Mais moi, personnellement, j'ai réfléchi et je me suis dit que je n'avais pas envie de m'imposer de nouveau ces 8 minutes parce que je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il dit. Voilà. Mais sans plus attendre, donc, je vais vous passer ce montage documentaire qui fait donc à peu près 50 minutes et à part les points de désaccord que j'ai avec Renard Buté, vraiment tout le reste est vraiment bien fait et donc je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. En plus, le montage est vraiment bien fait lui aussi. Donc voilà, j'avais envie de rendre hommage à ce résistant français que je ne connais pas encore. Et on se retrouve après le documentaire et je vous ferai des commentaires sur certains points qu'il aura abordés. Donc c'est parti pour... Ah oui, alors le titre du documentaire, il l'a appelé Ukraine, les ricochets de l'histoire. C'est parti. Le Dniepr, Dnipro en ukrainien, c'est cet immense fleuve qui rompt l'Ukraine en deux. Ce fleuve, barrière entre Russes et Ukrainiens, est aussi celui dont les berges furent le berceau de ces 2 peuples, les Rus de Kiev. Sur ce fleuve si majestueux, mais qui a tant connu la guerre, on aimerait lancer un galet et regarder les ricochets. Sur ce fleuve qui, aujourd'hui même, connaît la guerre, on aimerait les observer, ces ricochets de l'histoire. 1, 2, 3. Comme autant de guerres mondiales, et pour chacune d'elles, les axes et les alliances qui les ont rendues possibles. Première guerre mondiale, triple entente contre Triplice. France, Royaume-Uni et Russie contre Allemagne, Autriche, Hongrie et Italie, plus tard rejointes par l'Empire ottoman. Deuxième guerre mondiale, puissance de l'Alliance contre puissance de l'Axe, France, Royaume-Uni, États-Unis et URSS contre Allemagne et ses territoires occupés ou alliés d'Europe centrale, Italie et Japon. Troisième guerre mondiale, puissances occidentales alliées, entre autres, par l'OTAN et l'AUKUS, contre puissances eurasiatiques, Russie, Chine et pays d'Asie centrale,
découpage géopolitique issu de la guerre froide faisant s'affronter l'Ouest contre l'Est. Des axes et des manœuvres. En 2020 et 2021, pendant les périodes de confinement en Europe, l'OTAN lance les opérations Europe Defender. Elles consistent à débarquer depuis les États-Unis des milliers de soldats, des navires de guerre, des avions et des hélicoptères, de l'équipement militaire, des armes nucléaires. Dans le plus grand silence, des débarquements ont lieu dans le nord de la France, aux Pays-Bas et au Portugal, pour transporter de quoi renforcer les forces de l'OTAN sur le front Est et Nord. En Roumanie, en Pologne, dans les pays baltes et en Norvège, un gigantesque bouclier antimissile vise expressément la Russie. En parallèle, au printemps 2021, des infrastructures militaires apparaissent à une centaine de kilomètres des frontières ukrainiennes. Des navires russes rôdent en mer Noire. Fin 2021, les troupes russes s'amassent à Yelnya, dans l'ouest de la Russie. Le 24 février 2022, la Russie attaque l'Ukraine par le front nord via la Biélorussie, par la Crimée au sud et à l'est dans les territoires du Donbass. Une question que nul dans les médias occidentaux n'a osé poser. Pourquoi Vladimir Poutine a-t-il commandité l'invasion de l'Ukraine? La réponse se profile, entre les ricochets de l'histoire. Ukraine ou Kraïna, de la racine krai qui veut dire bord, côté. Ukraïna en russe, c'est la contrée au pas de la Russie. Et la Russie est née en Ukraine. Au 7e siècle, les premiers Slaves peuplent déjà ces plaines, mais la principauté de Kiev, irriguée par le Dniepr, est alors le plus puissant fief khazar. Les Khazars sont originaires du nord du Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne. Peuple nomade, il s'étend dans l'actuelle Ukraine et se convertit tardivement au judaïsme. Au 9e siècle, les Varegs, un peuple viking, s'étendent au fil des fleuves et rencontrent le Dniepr. Ils prennent Kiev aux Khazars et établissent un premier état slave, la Ruthénie, Russinia, ancêtre de Rassia, la Russie. On appelle alors ce peuple les Rus de Kiev, ancêtres des Russes et des Ukrainiens. Leur empire s'agrandit et s'étend au 11e siècle de la mer Noire à la mer Baltique et de l'Oka à la Volga. Puis, ils sont à leur tour balayés par les invasions mongoles du XIIIe siècle. Ces peuples slaves vaporisés se regroupent en 3 nations, russes, biélorusses et ukrainiennes, tous slaves de l'Est, peuples frères. Tout au long de son histoire, l'Ukraine est un ensemble de féodalités bien souvent dominées par un pouvoir étranger. Au XIVe siècle, Polonais et Lituaniens se battent contre les Mongols avec l'aide des populations ukrainiennes. Les Polonais s'emparent de Kiev en 1362 et étendent les territoires de la Pologne en Ukraine de l'Ouest. Jusqu'au XVIIe siècle, les peuples d'Ukraine sont appelés Russins et sont ballottés de joug en joug. Empire russe à l'est, Tatars et Empire ottoman au sud, Pologne à l'ouest. À cette époque, la Pologne et la Lituanie forment l'immense république des 2 nations, dont le territoire s'étend de la mer Baltique à la mer Noire. En 2022, les services de renseignement russes font courir le bruit que la Pologne pourrait entrer de manière directe dans le conflit en annexant l'ouest de l'Ukraine. Si cela ne s'est pas produit, la Pologne a toujours eu à l'égard des territoires de l'Ukraine de l'Ouest une affection particulière tant elle a contribué à leur culture. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a déposé le 11 juillet 2022 un projet de loi visant à accorder un statut spécial aux Polonais d'Ukraine, sans doute en remerciement à la contribution polonaise dans l'accueil des réfugiés ukrainiens. Mais la Pologne est aussi et surtout un bras armé de l'OTAN, organisation dans laquelle elle occupe une place stratégique. Par la Pologne transitent de nombreuses armes ainsi que de jeunes Européens venus faire de l'humanitaire ou devenir mercenaires pour le compte d'armées privées américaines et terminer dans les rangs des milices nationalistes ukrainiennes en guerre pluriséculaire contre l'oppresseur russe. La moindre étincelle avec la Pologne ou chez ses voisins baltes propulserait de facto tous les pays membres de l'alliance de l'OTAN dans le conflit en vertu de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord qui prévoit que si un membre est attaqué, toute l'alliance doit le défendre. Toute l'Europe, France incluse, entrerait donc en guerre contre la Russie.
Pour comprendre les raisons profondes du conflit russo-ukrainien, il faut dézoomer un peu et remonter le temps. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le monde se partage en deux. Le bloc communiste à l'Est, dominé par l'URSS, et le bloc occidental et libéral à l'Ouest, dominé par les États-Unis. Deux alliances de défense militaire voient le jour, le pacte de Varsovie à l'Est, l'OTAN à l'Ouest. OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, NATO en anglais, née en 1949. Les États européens de l'Ouest, ravagés par la Seconde Guerre mondiale, entrent alors sous parapluie américain. Pour les États-Unis, il s'agit de consolider leur zone d'influence en Europe. L'OTAN est la face militaire, l'Union européenne, la face civile de la stratégie américaine. Dès la seconde moitié du XXe siècle, les États-Unis avancent leurs pions sur le monde devenu échiquier. Les États-Unis installent des régimes pro-américains en Amérique du Sud, des membres des États non alignés comme la Yougoslavie financent des mercenaires pour se battre contre les soviétiques, comme en Afghanistan, en armant les talibans. La stratégie américaine pour une hégémonie mondiale est théorisée dans Le Grand Échiquier, ouvrage du politologue américain d'origine polonaise Zbigniew Brzezinski. Brzezinski était conseiller à la sécurité nationale des États-Unis sous la présidence de Jimmy Carter. D'après Brzezinski, les États-Unis tissent la toile d'un libre-échange global à coups de traités et d'institutions. Des traités comme le GATT en 1947 par exemple instituent le libre commerce comme règle mondiale aux côtés d'institutions telles que le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, la zone économique de l'Asie-Pacifique, l'Union européenne. Mais pourtant cela ne suffit pas aux États-Unis, car dans Le Grand Échiquier, Brzezinski écrit que nul ne peut atteindre la pleine domination mondiale sans posséder le centre du monde, à savoir le cœur de l'Eurasie. Pas de chance pour les Américains, le centre de l'Eurasie est plutôt de gravité russo-chinoise. Les Américains vont alors tout faire pour contraindre la Russie dans une zone d'influence toujours plus restreinte. C'est la stratégie du containment. À la chute de l'URSS en 1991, l'administration Bush père fit une promesse à Gorbatchev. L'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'Est. Promesse d'ivrogne, en ce début de XXIe siècle, l'Alliance Atlantique ne cesse de pousser à l'Est et couvre aujourd'hui la plupart des anciens satellites de l'URSS. Ne reste qu'un pays à compromettre pour pousser la Russie dans ses extrêmes retranchements, l'Ukraine. Quand les États-Unis agissent de l'intérieur, c'est la stratégie du « stay behind », agir derrière les lignes de front. La CIA et l'OTAN ont le savoir-faire pour organiser des campagnes d'influence de l'opinion publique à travers des organisations spécialisées. C'est ainsi que l'opération Gladio fomenta des attentats qui ensanglantèrent l'Italie dans les années 70. Ces attentats, officiellement perpétrés par les Brigades Rouges, des mouvances de l'extrême gauche italienne, étaient en réalité sous influence américaine. Il s'agissait pour les États-Unis de monter la population contre l'extrême gauche et affaiblir le Parti communiste italien. Et tout comme mai 68 a servi à faire tomber De Gaulle, la CIA est entraînée à fabriquer en partenariat avec l'OTAN et diverses forces financières des révolutions dans le but de renverser des régimes. Des révolutions n'ont souvent fleuri. Révolution des tulipes au Kirghizistan, celle des roses en Géorgie et révolution orange en Ukraine en 2004 en sont quelques exemples. Ce documentaire de Manon Loiseau, tourné en 2004 et diffusé sur Canal+, suit de jeunes pro-occidentaux en Europe de l'Est et en Asie centrale dans les coulisses des tentatives de révolution. À la manœuvre, des délégations américaines venues prodiguer financement et conseils en communication. Si certaines opérations ont échoué, elles ont fonctionné en Ukraine. La révolution orange de 2004 aboutit à la victoire du président Viktor Yushchenko, qui promet alors de rapprocher son pays de l'Union européenne et de l'OTAN, ligne rouge pour la Russie. 10 ans plus tard, en 2014, la révolution Euromaïdan enflamme Kiev, alors que le régime est passé du côté des pro-russes. Le déclencheur, c'est le rejet d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne au profit d'un accord économique avec la Russie, avantageux sur le gaz. On vous invite à ce sujet à consulter l'excellente vidéo de notre confrère de Trouble Fête. Alors, parmi les protagonistes de la révolution Euromaïdan de 2014, on retrouve d'abord des milliardaires reconvertis à la politique, comme le pro-européen Poroshenko. À l'issue de la révolution, il sera mis au pouvoir comme président aux côtés d'Arseniy Yatsenyuk, qui deviendra Premier ministre.
Yatsenyuk sera choisi personnellement par les autres protagonistes, les délégations américaines, et notamment cette femme, Victoria Nuland, diplomate américaine au service de l'OTAN. Elle offre des petits pains aux manifestants de l'Euromaïdan, mais agit surtout en coulisses pour conseiller les acteurs de la révolution. Elle et Geoffrey Piat, ambassadeur d'Ukraine, recrutent le prochain gouvernement. Yatsenyuk est le candidat parfait. Banquier de profession, il possède une fondation financée par des fonds américains et soutenue par l'OTAN. Le tout est chapeauté par la International Renaissance Foundation, frange de l'Open Society du milliardaire philanthrope hongro-américain George Soros. Si on résume, nous avons donc pour protagonistes des policiers, businessmen ukrainiens, des Américains et des nationalistes aux tendances nazies. Et ce sont des personnages de premier rang, puisqu'ils assurent le service d'ordre ou de désordre lors des manifestations en 2014. Pendant la Révolution, ils s'emparent de la mairie de Kiev et créent des émeutes contre la police. Leur action permet ainsi à la révolution Euromaïdan de renverser le régime pro-russe et le remplacer par un gouvernement hybride, libéral nazi et pro-américain. Ce nouveau gouvernement, une fois en place, voudra régler une bonne fois pour toutes la question des Ukrainiens russophones à l'Est. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. І так, і саме так ми виграємо цю війну. 2014, c'est l'année où la guerre civile éclate dans le Donbass, entre les milices nationalistes ukrainiennes et les milices pro-russes de la région. Cette guerre civile aura causé 14 000 morts avant le début de la guerre en Ukraine de 2022. L'Ukraine est alors déchirée entre Ukrainiens de l'Ouest, proches du régime de Kiev, et Ukrainiens de l'Est, proches des Russes. Au XVIIe siècle, l'Empire russe se dote d'un nouveau code juridique appelé Sobornoye ou Logienie. Ce code contraint la vaste majorité de la population à la servitude. Les gens des campagnes sont alors propriétés du tsar ou esclaves d'un propriétaire terrien. Les bourgeois, eux, sont assignés à résidence dans leur ville au service de la noblesse. L'Empire s'étend dorénavant sur toute la rive droite du Dniepr. Il chasse les Tatars et l'Empire ottoman au sud et prend le Khanat de Crimée. Au XVIIIe siècle, sous le règne de la Grande Catherine, les villes de Sébastopol et d'Odessa sont fondées et donnent enfin à la Russie un accès aux mers chaudes, un développement stratégique dans les guerres à venir. L'Empire nomme ces territoires Novorossia, la Nouvelle-Russie, et envoie des populations russes peupler ces territoires. Au XVIIIe siècle toujours, la Pologne s'effondre. À sa partition, la Prusse, l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois se partagent le butin. La rive gauche du Dniepr bascule alors sous convoitise allemande. Les siècles qui suivent sont ensuite un long affrontement entre Russes à l'est et Allemands à l'ouest. 1917. La révolution russe renverse le tsar. L'Empire russe est démantelé et l'Ukraine est alors indépendante pour la première fois de son histoire dans ses frontières actuelles. Il y a tout juste 100 ans, en 1922, l'Ukraine rejoint l'URSS et devient la République soviétique socialiste d'Ukraine. La Crimée, péninsule russe, n'est offerte à l'Ukraine par Nikolaï Khrouchtchev qu'en 1954. Et si l'Ukraine redevient indépendante en 1991, cela n'efface pas les siècles d'histoire. Ainsi, quand la révolution Euromaïdan vient réveiller la division et s'en prend aux pro-russes, la Crimée avalise l'annexion de Poutine par référendum à 96% des suffrages. Les suspicions de fraude n'enlèvent rien à l'aveu de la réalité, les Criméens et les peuples du Donbass se sentent d'ascendance russe. Fin septembre 2022, les régions du Donbass, de Kherson et de Zaporizhia votent à leur tour massivement en faveur de leur rattachement à la Russie, par des référendums non reconnus par l'Occident. La seule chose que je sais, c'est que 70% des habitants de Mariupol soutenaient les Russes. Vous en pensez quoi de ce témoignage, Christian Magrelis? Mais ça détruit pas mal d'idées préconçues. Hein.
Le Donbass est un bassin houlier traversé par la rivière Don, Donbass. Région minière, elle est réorganisée sous l'ère de Staline à la manière soviétique. Collectivisation des terres, développement de l'industrie, la métallurgie embauche des ouvriers à tour de bras. Au XXe siècle, tout sentiment nationaliste ukrainien est alors sévèrement réprimé par les bolcheviks. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Donbass est le théâtre de l'opération Barbarossa, lancée par Adolf Hitler. L'opération Barbarossa prévoit d'envahir l'URSS et défaire l'armée rouge. L'armée allemande, la Wehrmacht, peut alors compter sur l'appui des nationalistes ukrainiens qui veulent en finir avec l'oppresseur russe. Leur ennemi commun, le judéo-bolchevisme. C'est de cette alliance de circonstances entre nazis et nationalistes que les nationalistes ukrainiens puisent aujourd'hui encore l'idéologie. L'opération Barbarossa se soldera par la défaite des nazis et par une baisse de la population du Donbass de l'ordre de 25%. Après la guerre, la région sera repeuplée par 2,5 millions d'ouvriers russes. En 2022, le Donbass est donc à 45% russophone. Depuis 2014, ces populations sont victimes d'une revanche des nationalistes ukrainiens sur les Russes, revanche qui prend la forme de maltraitance de la part du régime. Это что, вот дети сидят, это что, террористы? Вот что это за страна, в которой свои же своих убивают? Детей, стариков и прочих. Что это за страна? И какой ты президент, когда ты делишь детей? Дети все одинаковые. Причем дети? Дети не виноваты ни в чем. А он говорит, наши дети будут учиться, а ваши пусть по подвалам сидят. Если бы это пришел враг откуда-то сюда, а то брат на брата пошел, семьи поразделялись, бомбежки, войну такую устроили, такие времена, дети гибнут. Des maltraitances étatiques et des massacres commis par les milices des régiments Azov et Pravi Sektor. Les accords de Minsk de 2015 devaient mettre fin au conflit entre Ukrainiens de l'Ouest et Ukrainiens de l'Est. Plein de bonnes intentions, ces accords sont restés lettres mortes car aucun des deux camps ne les ont respectés. Un point des accords de Minsk, par exemple, prévoyait le retrait des milices. Il n'en fut rien, ni les nationalistes ukrainiens, ni les armées autonomes du Donbass ne cessèrent les affrontements. Les Américains sont obnubilés par le Donbass, et pas que pour ses ressources minières et gazières. Les Américains ont besoin du Donbass pour y installer des missiles, car ce n'est que depuis là qu'ils peuvent atteindre les armes nucléaires russes abritées derrière la chaîne de l'Oural. Ainsi, en sous-marin, l'intelligentsia américaine pilote les opérations côté ukrainien. Se servir des dissensions interethniques et financer des nazis pour démembrer un pays, la CIA et l'OTAN savent faire. Le scénario avait déjà été répété. Yougoslavia. Yougo pour Sud, la Yougoslavie est le pays des Slaves du Sud. En 1991, la guerre éclate en Yougoslavie entre Croates et Serbes. La Yougoslavie, c'est 6 républiques, 5 peuples, dont les Croates, les Bosniaques et les Serbes. Croates, Bosniaques et Serbes partagent une même langue, mais 2 alphabets et 3 religions différentes. La Yougoslavie était aussi un pays socialiste puissant, dirigé par le maréchal Tito. Héros de la Seconde Guerre mondiale et agent du KGB, il prend le pouvoir en 1945 et forme la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Exit les identités nationales et religieuses, Tito mélange les Yougoslaves et dirige le pays de manière tout à fait singulière. Sa doctrine propose un équilibre entre socialisme et libéralisme. La Yougoslavie de Tito est alors un pays à l'économie florissante et à l'armée puissante. Le pays devient alors chef de file des États non alignés, ni à l'Est, ni à l'Ouest. Mais cette grande Yougoslavie est une grosse épine dans le pied américain. Le maréchal Tito meurt en 1980 et ses successeurs enfoncent le pays dans les divisions et la récession économique. Slobodan Milošević, nationaliste serbe, accède au pouvoir en 1987. Sa politique, très centrée sur l'industrie serbe, déplaît aux autres républiques yougoslaves industrialisées qui proclament tour à tour leur indépendance, Slovénie puis Croatie.
Les velléités nationalistes d'antan se réveillent et sont une aubaine dans la stratégie américaine. On nous a donné des millions pour démembrer la Yougoslavie. Cette déclaration est celle de Robert Baer, ancien agent de la CIA. Il a publié plusieurs ouvrages pour dénoncer les agissements de l'agence dans les Balkans et au Moyen-Orient. Robert Baer précise « Nous avons créé la haine ethnique en Yougoslavie ». Il déclare « Nous étions à Sarajevo pour fabriquer un sentiment de panique et de haine à l'égard des Serbes parmi la population bosniaque, musulmane. » Robert Baer nous apprend que des ONG, des factions politiques, des journalistes, des généraux d'armée et des groupes terroristes ont été financés par la CIA en Yougoslavie. Le président croate, Franjo Tuđman, lui-même nationaliste, a touché de l'argent de la CIA pour orchestrer l'agenda de l'indépendance croate. Il en va de même pour Alija Izetbegović, le président bosniaque. Croates, bosniaques et généraux serbes ont touché de l'argent de la CIA. La stratégie consiste ici à financer les deux camps dans un conflit pour attiser les tensions. La propagande est ensuite diffusée par des agences de presse et des médias soudoyés par la CIA. En Yougoslavie, les Oustachés sont les interlocuteurs privilégiés des Américains. Ces mouvances nationalistes croates partagent la même idéologie que leurs confrères ukrainiens, le nazisme hérité du Troisième Reich. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Oustachés soutiennent l'annexion de la Yougoslavie par l'Italie de Mussolini et l'Allemagne d'Hitler en échange de la création d'un État croate fantoche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Oustachés croates luttent à la fois contre les Tchetniks, les nationalistes serbes orthodoxes, et contre les partisans, serbes également, mais communistes et pro-russes. Dans les années 90, les États-Unis soutiennent les milices nationalistes croates en sous-marin. Les Oustachis sont alors entraînés, armés et financés par Halliburton, une compagnie parapétrolière américaine dont le président, Dick Cheney, est également directeur du Council on Foreign Relations et un très proche collaborateur de Bill Clinton. Si pendant la guerre des Balkans, les entrelacs entre Américains et nazis sont discrets, aujourd'hui en Ukraine, c'est maintenant affiché en pleine rue. Les milices néo-nazis d'Azov proposent de l'équipement et de la formation aux standards de l'OTAN. Standardi NATO, c'est écrit. Les Américains, en effet, ont investi plusieurs centaines de millions de dollars dans l'entraînement et l'équipement de ces milices depuis 2014. Rappelons au passage qu'en Ukraine de l'Ouest, la popularité des néo-nazis n'est pas qu'une légende. Aux élections législatives de 2012, le parti néo-nazi Svoboda pèse jusqu'à 38% des suffrages dans l'oblast de Lviv. Pour les Américains, ce sont donc des alliés de poids. Contre les forces russes, les milices néo-nazis d'Azov et Pravi Sektor, entraînées et conseillées par les Américains, éprouvent des méthodes de guerre plutôt sales. L'une d'elles consiste à prendre en otage des civils dans des bâtiments stratégiques afin de dissuader l'ennemi de frapper ou l'obliger à commettre une bavure. Ce fut le cas dans le théâtre de Mariupol et dans l'usine d'Azovstal. Mais revenons en Yougoslavie. En 1991, Croates et Serbes s'affrontent pour la troisième fois en à peine un siècle et le conflit s'étend bientôt contre les Bosniaques dans le centre du pays, après que la Bosnie a demandé à son tour son indépendance. Cette fois, la guerre civile déchire la Yougoslavie et les snipers serbes assiègent Sarajevo de 1992 à 1996. Le lieutenant-colonel français Guillaume Ansel commandait à Sarajevo une mission de l'ONU. Ces troupes sont celles de la Force d'Action Rapide, un corps de l'armée de terre française, fondé et conseillé par des généraux de l'OTAN. La mission de Guillaume Ansel était de frapper les positions serbes qui assiégeaient la ville de Sarajevo. C'était en 1995. Guillaume Ansel révèle sur Thinkerview et dans son livre Vent glacial sur Sarajevo la consigne qui lui était donnée à chaque opération, celle de ne pas tirer sur l'ennemi. Officiellement, nous sommes venus pour empêcher les agresseurs d'assiéger la ville, en tout cas pour les empêcher d'utiliser des armes lourdes, et dans la réalité, on nous a interdit de s'en prendre aux agresseurs. Comme l'OTAN a mis en place un dispositif hyper organisé, on a une patrouille d'avions dans les 8 minutes qui arrivent, je crois que c'est des Mirage 2000, qui descendent avec des bombes guidées laser. On est déjà, comme la cible, on l'a parfaitement localisée et identifiée, on l'éclaire, on est prêt à faire un passage, et à ce moment-là,
j'entends à la radio « stand-by ». Alors, je me dis, tiens, bizarre, pas normal. Dans un truc comme ça, normalement, on ne devrait même plus prendre d'ordre, on devrait détruire la cible. Et on me rappelle à la radio pour me dire que l'opération est annulée. Voilà. Et ça, cette opération annulée, on peut imaginer une fois que c'est parce qu'on est en train de discuter avec les Serbes et que, bon, on leur a dit d'arrêter. À la 10e fois, ça devient un peu inquiétant. Et à la 100e fois, parce que j'ai dû guider à peu près, mon équipe a dû guider à peu près une centaine de frappes aériennes autour de Sarajevo, donc 100 fois des canons serbes qui tirent sur la ville et qu'on devrait détruire. 100 fois. Ces opérations ont été annulées. Voici comment les snipers serbes et l'armée yougoslave ont pu tenir aussi longtemps le siège de Sarajevo. Puis, il y a eu le massacre de Srebrenica. 8000 hommes tués par des soldats serbes. Pour une raison qu'on ignore, les casques bleus de l'ONU, pourtant présents pour protéger Srebrenica, n'auraient pas pu intervenir. L'administration Clinton se désole devant le massacre de Srebrenica et propose le plan de partition de la Bosnie par les accords de Dayton. Ces accords de Dayton et le feu vert enfin donné pour frapper les positions serbes mettront fin à cette guerre. Mais à peine celle-ci terminée, qu'une autre guerre déjà se prépare. Le Kosovo est à la Serbie ce que l'Ukraine est à la Russie, le berceau national. Pour les États-Unis, frapper au cœur de ce qui constitue l'origine identitaire d'un pays est le meilleur moyen de le déstabiliser. Le Kosovo était le fief de la Grande Serbie médiévale et le cœur de son église orthodoxe. Mais au XXe siècle, il connaît de forts mouvements de population, des millions d'Albanais fuient la pauvreté et la dictature albanaise pour s'installer dans la Yougoslavie voisine, au Kosovo. Dans les années 1990, les Albanais sont alors plus nombreux que les Serbes, et cela n'échappe pas aux États-Unis et à la CIA, qui identifient déjà en 1979 « The Kosovo Problem ». Pour détacher le Kosovo de la Serbie, les services de renseignement américains, allemands, britanniques et suisses entraînent et financent une armée séparatiste albanaise, l'armée de libération du Kosovo. Elle voit le jour au début des années 90 et affronte dès 1997 la Yougoslavie, alors réduite à la Serbie et au Monténégro. Les affrontements dégénèrent une nouvelle fois en guerre civile entre les populations albanaises et les populations serbes du Kosovo. La guerre s'achèvera par les bombardements de l'OTAN sur Belgrade, la capitale serbe, en 1999. Slobodan Milošević sera défait et la Yougoslavie totalement dissoute en 2003. Déchirés, affaiblis, ces nouveaux pays sont alors la proie facile des vautours occidentaux. L'Allemagne fera main basse sur l'économie de la Bosnie-Herzégovine, dont la nouvelle monnaie, le mark de Bosnie, est adossée au mark allemand et dont la dette et la création monétaire est prise en charge par la Deutsche Bank. Les industries croates et slovènes seront absorbées en moins de 10 ans par les monopoles de l'Ouest. Le Kosovo, enfin, devient un État fantoche de l'ONU et de l'Union européenne, dont la monnaie d'usage n'est autre que l'euro. Pendant la guerre, le Kosovo est la plaque tournante du trafic humain en Europe. Des centaines de prisonniers serbes, roms ou albanais accusés de collaboration sont assassinés par l'armée de libération du Kosovo pour alimenter un trafic d'organes. Le responsable de ce trafic, c'est cet homme, Hashim Thaçi. Son nom de guerre, le serpent. 20 ans plus tard, en 2016, Hashim Thaçi deviendra président du Kosovo, fonction dont il résignera en 2020 sous la pression du tribunal international de La Haye qui l'accuse de crimes de guerre. Hashim Thaçi était en effet en charge de l'équipement et du financement de l'armée de libération du Kosovo en lien étroit avec ses fournisseurs occidentaux. L'armée de libération du Kosovo était notamment fournie en armement et entraînée par l'armée privée américaine DynCorp. DynCorp, c'est une des entreprises qui exécute des missions que le département de la défense américaine doit tenir discrètes. Trafic d'armes, épandage de produits chimiques, développement d'armes bactériologiques sont quelques-unes des missions confiées par le gouvernement américain aux armées privées.
L'association Human Rights Watch accuse par exemple DynCorp d'avoir coordonné tout un réseau de prostitution en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre. En 2002, DynCorp affiche un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars, dont 98% issus de contrats signés avec le gouvernement américain. Ces sociétés militaires privées fleurissent dans les années 90 sous les conseils de Dick Cheney, dont on a déjà parlé. Dick Cheney voit en la privatisation du complexe militaire un bon moyen de sous-traiter des tâches, disons, ingrates. Le rôle des armées privées permet d'infiltrer un conflit en cours sans être repéré ni tomber sous le coup du droit international. Ces armées privées sont dirigées par des anciens généraux de la défense américaine. Eric Prince, par exemple, était membre de la US Navy avant de fonder en 1997 l'armée privée la plus puissante et la plus sale de tous les temps, Blackwater. En 2005, Eric Prince s'associe avec Joseph Coffer Black, un ancien officier de la CIA, promu au rang de directeur au contre-terrorisme depuis les attentats du 11 septembre. Eric Prince et Coffer Black chapeautent alors ensemble les opérations de Blackwater en Irak, où 160 000 mercenaires sont employés à couvert de l'armée américaine. Hormis les nombreux massacres commis par l'entreprise, ces missions consistent par exemple à protéger les installations pétrolières américaines en Irak. Puis, les mercenaires de Blackwater seront envoyés à la sécurisation du chantier de construction du gazoduc du Caucase, un projet stratégique lancé à l'initiative des États-Unis en 2005 pour pomper le pétrole de la mer Caspienne et l'exporter à l'ouest en esquivant l'Iran et la Russie. De 1997 à 2010, Blackwater a conclu des contrats pour des missions secrètes à hauteur de 1,6 milliard de dollars avec le gouvernement fédéral américain, dont 600 millions avec la seule CIA. 15 ans plus tard, en Ukraine, les armées privées américaines sont toujours là. Joe Biden leur a même alloué plus de 40 milliards de dollars de fonds dans le cadre de l'Appropriation Act du mois de mai 2022. Le ministère de la Défense russe identifiait au début de la guerre la présence de 7000 mercenaires provenant de 63 pays différents. On retrouve les fiches de recrutement via les ambassades ukrainiennes à travers le monde, mais aussi via les réseaux sociaux. On promet à tous ces jeunes gens des salaires situés entre 1000 et 2000 dollars par jour. Pas mal. De leur côté, les Russes ont également fondé leur armée de mercenaires en 2014. Elle s'appelle Wagner, mais on laisse au journal Le Monde le soin de vous en parler. Car nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que sont devenus DynCorp et Blackwater. Car elles existent toujours, en effet. Mais elles ont changé de nom. Ou plutôt, elles ont été rachetées à plusieurs reprises par des sociétés concurrentes, puis par de gigantesques fonds d'investissement. DynCorp appartient aujourd'hui à Cerberus Capital Management, aux côtés de Navistar, la société qui fabrique les véhicules blindés Max Pro en collaboration avec le constructeur israélien Plazan. Ces véhicules anti-mines sont notamment utilisés aujourd'hui par les milices néo-nazis Azov et Pravi Sektor. L'armée privée Blackwater, elle, fait désormais partie du colossal groupe militaire privé Constellis, qui lui-même appartient à l'encore plus colossal fonds d'investissement Apollo Global Management, dont le fondateur et ex-PDG Leon Black a financé et conseillé le pédocriminel Jeffrey Epstein. Alors, quand on sait que l'Ukraine est un Eldorado du trafic humain, entre les réseaux de prostitution, les trafics d'organes, les ventes allouées des mères porteuses ukrainiennes et les trafics d'enfants orphelins, on est en droit de se demander ce que les armées privées américaines viennent réellement fabriquer à couvert de cette guerre de façade. D'autant que l'on y retrouve nos chers protagonistes, Eric Prince, Coffer Black et leurs mercenaires. En 2021, Eric Prince organise des réunions discrètes avec des oligarques ukrainiens et met sur la table 10 milliards de dollars pour entraîner des troupes et mettre sur pied un nouveau programme de défense aérienne. Coffer Black, lui, s'est trouvé un poste hautement stratégique. En 2017, l'ancien vice-président de Blackwater devient directeur en sécurité stratégique pour l'entreprise ukrainienne Burisma. Burisma, c'est la seconde holding ukrainienne en hydrocarbures. L'entreprise possède plusieurs autres entreprises de forage, d'exploitation et de distribution de gaz et de pétrole en Ukraine comme à l'étranger. Le patron de Burisma, c'est Mykola Zlochevsky. Quand il était ministre de l'écologie dans les années 2010, il a octroyé des licences de pétrole et de gaz aux sociétés qui lui appartenaient.
En 2014, à la suite d'une visite de Joe Biden, alors vice-président des États-Unis sous Obama, Hunter Biden, le fils de Joe, est placé au conseil d'administration de Burisma pour un salaire à 50 000 $ par mois. À la même époque, Burisma entre au portefeuille d'actions de la holding américaine Sunrise Energy Resources sous le régime fiscal du Delaware. Le Delaware, vous savez, c'est cet État américain devenu paradis fiscal depuis que Joe Biden en a été le sénateur. Hunter Biden et Cofer Black occupent donc tous deux des postes stratégiques à Burisma, des postes qui vont leur permettre de faire avancer un programme clé du Pentagone. La Defense Threat Reduction Agency installe des laboratoires un peu partout dans le monde pour y cultiver des virus dangereux. Apparemment, cela servirait à les étudier pour mieux les combattre. D'après l'agence de presse russe RIA Novosti, une trentaine de laboratoires en Ukraine auraient bénéficié de financements américains et serviraient à cultiver des virus hautement pathogènes. Ces informations sont confirmées par ce document, dépêché par l'organisation Judicial Watch. Ce document, en grande partie couvert par le secret défense, provient de l'entreprise américaine Black & Veatch. Cette entreprise de génie industriel est responsable de l'équipement et la construction de plusieurs laboratoires en Ukraine pour la culture de virus, tels que la tuberculose, l'anthrax ou la peste. L'entreprise Black & Veatch a bénéficié d'un financement de 85 millions de $ du département de la défense américaine pour la construction d'un laboratoire P3 à Odessa avec l'entreprise Metabiota. Metabiota est une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'analyse de données épidémiologiques. On lui doit ses technologies de traçage innovantes déployées pendant les épidémies d'Ebola et de Covid-19. Metabiota a d'ailleurs collaboré avec Anthony Fauci et l'EcoHealth Alliance pour le financement de recherches sur les gains de fonction avec le laboratoire de Wuhan, en Chine. Metabiota est en grande partie financé par le gouvernement américain pour ses programmes stratégiques de, ouvrez les guillemets, réduction des menaces. Réduction des menaces, pour le Pentagone, il faut traduire, car cela consiste en réalité à jouer les apprentis sorciers avec des pathogènes pour les relâcher dans la nature. Cette entreprise, Metabiota, est détenue à 13,4% par le fonds d'investissement de Hunter Biden et, évidemment, elle est soumise au régime fiscal du Delaware. Hunter Biden a beaucoup fait pour que Metabiota investisse dans ses laboratoires en Ukraine. Grâce à lui et à son fonds d'investissement, Rosemont Seneca, il parvient à lever 24 millions de $ du gouvernement américain, plusieurs millions de la banque Goldman Sachs et encore quelques millions du fonds d'investissement de George Soros. Hunter Biden présente l'entreprise Metabiota à ses collègues de Burisma en 2014, comme l'attestent les emails retrouvés dans son ordinateur portable. Dans quel but exactement ? On ne sait pas, mais les Russes craignent qu'il puisse s'agir là d'un stratagème de guerre bactériologique. Si on ne connaît pas non plus le rôle exact de Burisma, l'entreprise gazière est en tout cas le nœud des alliances les plus saillantes. On y retrouve tour à tour la famille Biden, la CIA, mais surtout le plus gros investisseur d'Ukraine, Ihor Kolomoïski, le grand bienfaiteur du président Zelensky. Le siège de Burisma est situé dans un autre paradis fiscal, en Europe cette fois, à Chypre. Pourquoi à Chypre? Eh bien parce qu'un autre personnage hautement important y a posé ses valises à de nombreuses reprises, et pas pour la beauté de l'île. Il s'agit d'Ihor Kolomoïski. Ihor Kolomoïski est un oligarque milliardaire israélo-chyprio-ukrainien. Ihor Kolomoïski possède tout d'abord 49% des actions de la plus grande banque ukrainienne, Privatbank. Privatbank possède une succursale importante à Chypre pour ses affaires internationales. Kolomoïski s'est notamment servi de cette banque pour détourner 5,5 milliards de fonds publics et les planquer à Chypre, au Delaware ou dans d'autres paradis fiscaux, ce qui vaudra à Privatbank une nationalisation forcée en 2016. Mais cela n'arrête pas notre oligarque, qui possède également la plupart des chaînes de télévision ukrainiennes, dont la chaîne 1+1, qui diffusera toutes les séries de son proche collaborateur Volodymyr Zelensky. À l'époque où Zelensky est acteur et producteur, il fait financer tous ses films via des sociétés offshore implantées en Chypre avec l'argent de Kolomoïski. D'ailleurs, c'est bien la Privatbank de Kolomoïski qui finance en grande partie les frais de campagne de Zelensky. Ces montages financiers opaques vaudront à Zelensky et Kolomoïski de se faire épingler dans les Pandora Papers pour blanchiment d'argent et fraude fiscale.
Au total, entre les sociétés de production offshore, l'argent planqué dans les paradis fiscaux et les propriétés immobilières, la fortune de Volodymyr Zelensky avoisine les 100 millions de dollars. Un comble pour ce serviteur du peuple qui s'est fait élire sur la promesse de s'en prendre à la corruption qui gangrénait le pouvoir ukrainien. Mais ce n'est rien face à cet autre comble. Comment deux personnes juives, comme Zelensky et Kolomoïski, peuvent-elles soutenir de manière aussi effrontée des milices néo-nazis? On connaît aujourd'hui les liens entre les États-Unis et les nazis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'opération Paperclip a consisté à exfiltrer environ 1500 scientifiques allemands aux États-Unis et leur éviter les condamnations au procès de Nuremberg. De nombreuses avancées scientifiques et techniques issues des recherches du Troisième Reich ont ainsi été transférées aux États-Unis et utilisées par la suite dans le cadre de la guerre froide. Armes chimiques, psychotropes et contrôle mental, programme nucléaire et spatial. D'éminents juristes nazis ont ensuite été placés par les Américains à la tête d'institutions stratégiques, comme par exemple Walter Hallstein, devenu premier président de la Commission européenne. De nombreuses industries allemandes étroitement liées au Troisième Reich se sont ensuite énormément développées en Amérique. On sait enfin que de nombreux descendants d'industriels nazis occupent aujourd'hui les plus hauts postes de la gouvernance mondiale, comme Klaus Schwab au Forum économique mondial. Mais si on peut admettre historiquement les liens entre nazis et États-Unis, comment peut-on envisager que des personnes juives comme Kolomoïski et Zelensky puissent soutenir l'idéologie qui a causé la mort de millions de juifs, dont au moins 1 million pour la seule Ukraine, massacrés pendant l'opération Barbarossa par les autonomistes nationalistes, ancêtres des néo-nazis actuels? Serait-il possible qu'on retrouve un précédent historique? Ah, qu'ils sont cyniques, ces ricochets. En 1933, l'association sioniste américaine signe avec Adolf Hitler l'accord de transfert, dit accord Ahavara en hébreu. Cet accord prévoit le transfert des Juifs d'Europe en Palestine et la construction d'infrastructures modernes par l'Allemagne dans ce territoire qui deviendra l'État d'Israël. État d'Israël prévu depuis le premier congrès sioniste de Bâle en 1897 et la signature de l'accord de Balfour en 1917. Aux commandes de cette opération, on retrouve Lord Lionel Walter Rothschild, financier de la City de Londres et premier financeur du mouvement sioniste. Pour en savoir plus sur ce sombre pacte entre nazis et sionistes, on vous invite à consulter les travaux des historiens Pierre Hillard et Jean-Claude Villa. Le galet qu'on a lancé sur le Dniepr descend à présent le fleuve, le long des marais et des champs. Ils sont beaux les champs en Ukraine, grands, vastes. Ils fournissent aujourd'hui 30% de la production mondiale de céréales et 50% des exportations. Ces gros clients ne sont pas tant l'Europe de l'Ouest que les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Qui des Ukrainiens ou des Russes sont responsables de la rétention des cargos en mer Noire, nos ricochets ne se sont pas attardés dessus. Ce qu'ils savent par contre, c'est que les terres noires des plaines ukrainiennes ont de tout temps été convoitées, par les Allemands notamment. Au début des années 30, la sécheresse et la disette frappent l'Ukraine. On appellera cette grande famine Holodomor. L'histoire officielle retient que cette famine est due à la politique de Staline et la collectivisation forcée des terres. Si cette politique a bien eu lieu, l'historienne Annie Lacroix précise que les vols et les rétentions de nourriture étaient davantage le fait des propriétaires ukrainiens autonomistes, rebelles à Moscou et soutenus par le Troisième Reich. L'Allemagne investit depuis longtemps les pays à son est comme des bases arrières économiques, industrielles et militaires. C'est son Hinterland. En 2022, 1,7 million d'hectares de terres arables en Ukraine appartiennent dorénavant aux multinationales allemandes et américaines Cargill, DuPont, Bayer Monsanto et aux fonds d'investissement BlackRock et Vanguard. Nos ricochets traversent la ville de Kherson. Elle a été reconquise par les Ukrainiens il y a quelques semaines, mais regardez cette mise en scène. Ils sont en réalité bien peu nombreux à célébrer la libération d'une ville qui d'habitude compte 279 000 habitants. Des habitants, en majorité pro-russes on le rappelle, qui ont déjà été évacués vers la Russie. D'ailleurs, tous les habitants de la Nouvelle-Russie pourraient bientôt être évacués pour protéger les peuples du Donbass de toute attaque ukrainienne.
Voici une habitude très russe d'ailleurs, celle de ne rien laisser derrière soi. C'est la stratégie de la terre brûlée. C'est déjà arrivé, tiens, en plein hiver, et ni Hitler ni Napoléon n'y ont résisté. Alors, dernière petite leçon d'histoire de nos amis les ricochets, mieux vaut ne pas trop chatouiller l'ours russe. C'est généralement là qu'il sort de sa cage. Nos ricochets se dirigent à présent vers la mer Noire. Ils quittent le golfe Dniprovska et font le tour de la Crimée. Trop fort ces ricochets. Ils passent faire un coucou à Yalta. Au siècle dernier, cette ville balnéaire de Crimée accueillait la célèbre conférence où les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale se partageaient le monde. Ce nouveau conflit en Ukraine pourrait-il s'étendre et se conclure par un nouveau Yalta version 21e siècle? Si la Russie l'emporte et envahit l'Europe, cela rappelle alors le scénario de George Orwell dans son ouvrage 1984, dans lequel est décrit un monde coupé en deux, Eurasia contre Océania. Toute l'Europe occidentale est rattachée à Eurasia, le Royaume-Uni post-Brexit est tourné côté Océania. Allons voir ce qu'il se trame du côté de la mer d'Azov, à présent qu'elle est complètement encerclée par la Russie. Pour s'y rendre, il faut franchir le détroit de Kertch. Attention! Un camion piégé russe vient de faire exploser le pont de Crimée. Attendez voir, bizarre ce camion piégé russe. Tant pis, nous ne ricocherons pas dans la mer d'Azov. Demi-tour, ricochet. Les ricochets fendent les eaux de la mer Noire et retentissent alors sur le détroit du Bosphore, à Istanbul. Les échos sont silencieux. Ambiguë, la Turquie à l'égard de la Russie l'a toujours été. Elle lui fait du chantage, car elle possède une clé, les détroits du Bosphore et des Dardanelles, passage que la Russie a besoin de franchir pour accéder au monde. La Turquie, membre de l'OTAN mais alliée de Poutine sur certains dossiers stratégiques, se positionne aujourd'hui en arbitre du conflit russo-ukrainien. Erdogan fait prospérer ce statut de pivot en accueillant les négociations entre les belligérants et leurs soutiens respectifs à Istanbul. La Turquie maintiendra-t-elle sa dangereuse ambiguïté ou finira-t-elle par pivoter? Et de quel côté? Dans le cas de la Turquie, nécessité fera sans doute loi. Nos ricochets ont fait de sacrés remous dans une autre mer. Ça bouillonne en mer Baltique. Un caillou lancé trop fort sur l'acier des gazoducs Nord Stream 1 et 2, c'est ballot tout de même. Qui a fait ça? Voyons voir. Ah, la piste russe est envisagée, mais attendez, les ricochets ont trouvé une autre piste. Nos amis de la Baltique, des journalistes suédois, ont pêché un rapport venu de l'autre côté de l'Atlantique. Un rapport de la RAND, un think tank américain qui conseille la CIA et la NSA. Dans ce rapport, toute une partie s'intitule « Affaiblir l'Allemagne, renforcer les États-Unis ». L'industrie allemande a pour principale source d'énergie le gaz russe et l'électricité française bon marché, deux sources d'alimentation à couper pour faire tomber l'Allemagne et l'Europe. Selon l'analyse américaine, l'Allemagne et la France doivent être affaiblies énergétiquement et maintenues sous dépendance des hydrocarbures nord-américains, les fameux gaz de schiste. Le 7 février 2022, Joe Biden déclarait « Si la Russie envahit l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2 ». L'enquête aura été bien vite pliée par les services suédois et l'enquête des Russes pointe aujourd'hui du doigt les services britanniques. Nos ricochets auront fait le tour des océans et pourraient bien terminer leur course tonitruante par un tsunami dans le Pacifique, où les États-Unis affrontent la Chine cette fois, et notamment autour de Taïwan. Ça pourrait bien péter également avec la Corée du Nord. Deux fronts s'ouvrent dans ce gigantesque stade olympique où tous les joueurs sont sur les starting blocks. C'est la Coupe du Monde, les gars. L'hégémonie mondiale, quelle belle idée. Deux puissances s'affrontent sur le terrain de jeu. Chacune des deux équipes défend son précaré. L'équipe des Rouges, la Russie, rêve de récupérer la zone d'influence de l'URSS. L'équipe des Bleus, celle des États-Unis, veut raser le gazon tout entier. Les positions sont prises, bleu en attaque, rouge en défense, même si on fait croire le contraire. L'équipe des Rouges consolide ses troupes et joue en tactique indirecte en frappant les infrastructures stratégiques de l'ennemi pour compliquer son attaque et en prenant soin d'éviter les dommages collatéraux.
L'équipe des Bleus essaie de renverser les alliés historiques des Rouges en faisant comme d'habitude avec des révolutions manipulées au Kazakhstan ou plus récemment en Iran. L'équipe des Bleus tente de provoquer l'étincelle et fait du cinéma pour mettre un carton rouge aux Russes. Pour ça, on est prêt à tout, même à mettre en scène des faux massacres comme à Boutcha avec des acteurs et des mannequins pour faire office de cadavres. Laquelle des deux équipes va remporter le match et à quel prix? Pour les Rouges, il s'agit là d'un enjeu existentiel. Pour les Bleus, il s'agit de maintenir leur rang de tenant du titre. Lequel des deux orgueils va lâcher le premier entre des Bleus provocateurs et des Rouges humiliés par le passé? Celui qui lâchera le premier perdra, et la victoire ne se fera qu'au prix de la destruction mutuelle et totale. Le match en direct n'a pas encore commencé. Le face-à-face n'est pas pour tout de suite. Aucun des deux camps ne veut tirer le premier, même si les Bleus font des cloche-pieds. Alors, le coup de sifflet retient son souffle, car ce n'est pas encore le match de foot qui se joue, mais plutôt la partie d'échecs. Et la reine Ukraine n'est pas encore tombée. Ah, la troisième guerre mondiale aura même-t-elle lieu d'ailleurs? Qui veut vraiment faire la guerre à la Russie? En Europe, personne. Enfin, pas nous en tout cas. Les intérêts naturels des pays européens convergent vers un négoce ouvert avec la Russie. La constitution d'un bloc franco-allemand indépendant des États-Unis et bénéficiant de l'énergie russe est le plus gros risque pour les intérêts américains en Europe. C'est d'ailleurs le rapport de la RAND qu'on a évoqué plus tôt qui le dit. L'issue d'une troisième voie non alignée implique de devoir gentiment dire aux Américains d'aller se faire voir, et c'est pas gagné. À la place, tout est fait pour pousser à la guerre et faire ployer la pénombre d'une peur existentielle de l'humanité, l'apocalypse nucléaire. Alors, pour éviter cela, la solution tant attendue sera proposée au peuple du monde, la fameuse gouvernance mondiale. Destruction nucléaire, Gog et Magog orwellien ou règne de la bête, on vous demande de choisir. Et dans le chaos assourdissant de l'info en continu et les vraies galères du quotidien, on vous annonce déjà qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Et la guerre en Ukraine n'y est pour rien du tout. Ces rationnements organisés et le risque d'une cyberattaque géante prévue par le Forum économique mondial depuis plusieurs années viendront vous faire accepter un non-choix venu s'imposer de lui-même. Ce non-choix, c'est EU. Énergie verte, liberté et sécurité, EU s'occupe de tout. Vous allez voir, c'est chouette. C'est rationné, certes, mais c'est numérique. Et surtout, écologique. La faute à l'Ukraine et au réchauffement climatique, évidemment. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Voilà pour ce montage documentaire en français. Comme le disait Olesia tout à l'heure, c'est bien d'avoir des infos en français, c'est vrai. Et c'est pour ça que quand je l'ai découvert hier, je me suis dit que c'était un signe justement de la réappropriation par les citoyennes et les citoyens, de la réappropriation des informations, de la recherche documentaire et de la vulgarisation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien, que je trouve bien en tant qu'enseignante, justement. Et d'un autre côté, comme je vous l'ai dit au début, je suis en désaccord avec quelques points dans ce documentaire, et il me semble qu'il y a quand même un manque de recherche d'informations sur certains points. Parce que la recherche d'informations, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Je sais moi-même. Donc, il faut pas, comment dire, il faut pas quand on cherche une information sur un sujet, il ne faut pas se contenter des deux ou trois premiers sites internet qu'on trouve. D'abord, il faut vérifier la fiabilité des sites internet ou des documents papier que l'on va utiliser. Il faut la vérifier vraiment. Et ensuite, il faut essayer d'avoir plusieurs sources pour croiser les informations et pour voir si un fait est vraiment validé par la quasi-totalité des historiens, ou s'il est objectivement prouvé. Donc, avant de vous remettre les quelques points sur lesquels je suis en désaccord, en réécoutant la quasi-intégralité du documentaire, je me suis aperçue qu'il y avait
aussi dans la formulation de Renard Buté, il y avait des imprécisions et des inexactitudes. Et donc, je me suis dit, là, quand même, il faut que je recadre un peu. Alors, par exemple, je commence par quelque chose qu'il a dit à la fin. Il a dit, si la Russie l'emporte et envahit l'Europe. Non, mais c'est juste que la Russie n'a pas envie d'envahir l'Europe et qu'elle n'a pas non plus envie de reconquérir ses sphères d'influence. Je veux dire, Poutine, c'est quelqu'un d'intelligent depuis 20 ans, donc il sait très bien que le monde a changé depuis 1991 et il n'a aucune envie de refaire l'empire soviétique avec les pays satellites. Ça, c'est totalement idiot de le présenter comme ça. Et deuxièmement, je veux dire, la Russie n'a jamais dit non plus, Poutine n'a jamais dit qu'il voulait envahir l'Ukraine, ne serait-ce que l'Ukraine. Poutine a toujours dit depuis le 24 février 2022 qu'il avait deux buts. Au départ, il avait deux buts, c'était démilitariser l'Ukraine, c'est-à-dire empêcher que l'Ukraine ne soit intégrée dans l'OTAN et ne puisse avoir sur son sol des missiles nucléaires. Et deuxièmement, il voulait la dénazifier. Et là, le documentaire, comme dans les autres émissions que je vous ai présentées, montre bien la présence réelle d'une idéologie néo-nazie et de groupes paramilitaires ou de milices ou de bataillons intégrés dans l'armée ukrainienne qui sont véritablement d'inspiration et d'idéologie néo-nazie. Voilà. Quelques autres petites formulations inexactes dans le commentaire de Renard Buté. Au début, il dit que en 1917, après la révolution d'octobre des bolcheviks, eh bien, l'Empire russe a été démantelé. Donc là, en disant une chose comme ça, on peut laisser penser que c'est la révolution bolchevique qui a démantelé l'Empire russe. Donc, c'est pas vrai. Si l'Empire russe a été démantelé à ce moment-là, c'est parce que, si vous vous souvenez quand même, il y avait la Première Guerre mondiale, 1914-1918, et lorsque il y a la révolution bolchevique, en 1917, eh bien, l'armée russe est déjà passablement dépassée par l'armée allemande, et donc l'armée allemande a déjà conquis, du côté est, a déjà conquis plusieurs territoires qui appartenaient à l'Empire russe. Et lorsque les bolcheviks signent avec l'Allemagne le traité de Brest-Litovsk, pour mettre fin à la guerre, eh bien, c'est lors de ce traité que le nouveau régime des bolcheviks est obligé d'accepter la perte de territoires qui avaient été conquis donc par l'Allemagne, et notamment une partie de l'Ukraine. Ensuite, il dit aussi que, à propos des bombardements de Belgrade, la capitale de la Serbie, des bombardements par l'OTAN en 1999, qui ont duré 78 jours. Donc là, le commentaire de Renard Buté, c'est la guerre s'achèvera par les bombardements de Belgrade. Ben, c'est juste qu'il n'y avait pas de guerre avant. C'est-à-dire que les bombardements par l'OTAN de Belgrade en Serbie sont totalement illégaux et sont le signe de la brutalité, de la force brutale qui veut imposer un changement de régime ou qui veut imposer une décision politique à un gouvernement. Mais il n'y avait pas de guerre auparavant. Il y avait une guérilla menée effectivement par l'armée de libération du Kosovo, mais ce n'était pas une guerre. Faut pas... Enfin, moi, je suis assez pointilleuse pour employer les bons mots. Quatrièmement, en parlant du référendum dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui a eu lieu le 16 mars 2014 dans la péninsule de Crimée, qui était à l'époque une république autonome à l'intérieur de l'Ukraine. Donc, les Criméens ont fait un référendum le 16 mars 2014 et la participation a été de 83% et à 97%, les habitants et les habitantes de la Crimée ont voté pour leur rattachement à la Fédération de Russie. Je vous en ai déjà parlé. Donc là, le commentaire de Renard Buté, c'est que la Crimée avalise l'annexion de Poutine par le référendum. Mais c'est juste pas vrai, c'est inexact, là encore. C'est-à-dire que le référendum, qui est un référendum d'autodétermination, a d'abord été fait et ensuite, après le résultat du référendum, il y a eu validation par les deux chambres du Parlement de Russie, validation de ce rattachement à la Fédération de Russie. Donc, vous voyez, là encore, c'est une façon de présenter les choses qui n'est pas exacte. Ensuite, en parlant des accords de Minsk, Renard Buté dit que aucun des deux camps n'a respecté ces accords. Donc, je vous rappelle, je l'ai déjà expliqué, qu'il y a eu deux accords de cessez-le-feu. Le premier, le 5 septembre 2014, entre les représentants des deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk et
le gouvernement de Kiev. Ça, c'était le premier accord de cessez-le-feu qui n'a pas été respecté par le gouvernement de Kiev. Et comme le gouvernement de Kiev a continué de bombarder les deux républiques entre donc septembre 2014 et février 2015, eh bien, le gouvernement de l'armée de Kiev, les forces armées ukrainiennes ont été battues par l'armée des deux républiques. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu le second accord de Minsk qui a été donc signé le 5 février 2015. Donc, il est faux de dire que après ces deux accords, aucun des deux camps ne les a respectés. C'est faux de le dire, parce que les 15 ou 16 points de ces accords relevaient du gouvernement de Kiev. Et le premier de ces points, qui était de la responsabilité du gouvernement de Kiev, c'était de modifier la Constitution afin de pouvoir organiser un référendum validé par le gouvernement de Kiev, un référendum dans les républiques de Donetsk et de Lugansk, et si jamais les gens dans ce référendum voulaient vraiment une république autonome à Donetsk et à Lugansk, eh bien dans ce cas-là, ça serait possible. Donc le premier point des accords de Minsk n'a pas été respecté par le gouvernement de Kiev, et de toute façon, le gouvernement de Kiev n'avait jamais eu envie de respecter ces points et n'a jamais manifesté la moindre volonté de modifier la Constitution. Un autre point aussi, une autre formulation qui n'est pas exacte, c'est de dire que Kherson, la ville de Kherson a été reconquise en octobre 2022. Donc c'est pas vrai. C'est-à-dire que maintenant tout le monde sait que en fait c'est le militaire qui dirige l'opération spéciale s'appelle Souvorkine. Il a décidé de replier, d'enlever ses troupes sur la partie occidentale de Kherson, sur la partie occidentale du Dniepr, parce que c'était beaucoup trop difficile de tenir cette ville. Et depuis le début, la volonté des Russes, c'est de préserver la vie de leurs soldats et de préserver la plus grande partie des populations civiles. Donc la ville de Kherson n'a pas été reconquise, elle a été donnée après que justement les 3/4 de la population ont été déplacés sur la rive est du Dniepr. Eh bien, la ville n'a pas été reconquise par les militaires des forces armées ukrainiennes, mais elle a été laissée par l'armée russe, pour justement que l'armée russe et les populations civiles puissent être mieux protégées. Et enfin, une dernière chose, par contre, là, c'est pas pour modifier, c'est pas pour rectifier une formulation, c'est juste pour préciser. À un moment donné, donc, il dit dans le documentaire, dans son montage, que il y a effectivement des laboratoires qui ont été installés en Ukraine avec des financements éventuellement de l'armée ou du Pentagone ou de la DTRA, comme il vous l'a dit, le ministère de la Défense. Donc ça, c'est vrai, et ça a été confirmé. Donc la première exposition de ce fait a été faite par le ministère de la Défense russe, mais suite à ces révélations, il y a eu la célèbre Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État en Ukraine, qui a été interrogée à ce sujet au Congrès le 8 mars 2022, et on lui a posé la question embarrassante, est-ce que oui ou non vous saviez qu'il y a des installations, des laboratoires biologiques en Ukraine qui auraient pu avoir un financement des États-Unis? Et elle a été obligée, Victoria Nuland, de dire que oui, en effet, il y avait ces installations, et elle a tout de suite essayé de minimiser l'importance de l'influence des États-Unis dans l'installation de ces laboratoires, en disant que les États-Unis étaient très préoccupés par le fait que les Russes puissent se saisir de ces laboratoires. Mais ça revient à encore une fois invisibiliser le rôle des États-Unis dans la création de ces laboratoires biologiques en Ukraine. Voilà, ça c'était donc des petites précisions que je voulais apporter. Alors, là encore, je vais redire les quelques points de désaccord que j'ai. Donc, pour l'origine scandinave de la Rousse de Kiev au IXe siècle, je vous renvoie à des articles qui sont dans des sites qui sont quand même bien établis, bien fiables. Donc là, c'est un site qui s'appelle hétérodote.net.
et vous trouvez justement la place des commerçants scandinaves au IXe siècle qui se sont installés dans cette région. Et puis vous avez aussi l'autre site dont je vous ai déjà parlé, qui est Donbass Insider. Et là, vous avez un article qui s'appelle « La guerre du Donbass, les origines historiques profondes du conflit ». Et c'est un article qui fait justement une présentation historique de l'origine de la Russie et de la place de l'Ukraine dans l'Empire russe. Alors, concernant ce document qui est faux, dont je vous ai déjà parlé au début, donc il s'agit de cette prétendue confession d'un ex-agent de la CIA qui s'appelle Robert Baer et qui aurait dit dans un entretien, ils nous ont donné des millions pour démembrer la Yougoslavie. Donc là, quand j'ai découvert ça, j'ai vérifié évidemment, et donc je peux vous assurer que je n'ai trouvé, alors que j'ai cherché pendant à peu près 3 quarts d'heure, donc je n'ai trouvé aucun document réel qui montre que cette entrevue a réellement eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de sites qui reproduisent la transcription de cette soi-disant entrevue. Donc ça, c'est vrai, il y a des dizaines de sites Internet, mais par contre, dans aucun de ces sites, vous n'avez la mention, premièrement, de l'interlocuteur de Robert Baer. Deuxièmement, vous n'avez pas la mention du lieu où s'est tenu l'entretien. Troisièmement, et vous n'avez pas la mention d'une source unique, de la source originelle. Et lorsque j'ai cherché à vérifier justement quelle pouvait être cette source originelle, donc c'est le site que je vous mets à l'écran, c'est-à-dire le Web Tribune, et ben lorsque je vais sur ce site pour avoir le document originel de l'entrevue, et ben on me met erreur 404. Voilà, erreur 404. Donc, erreur 404, ça veut dire le document ou la page que vous cherchez ne peut pas être trouvée. Donc là, je suis désolée, monsieur Renard-Buté, mais il aurait fallu que vous vérifiez cela bien avant, parce que de dire que cet ex-agent de la CIA, Robert Baer, qui, c'est vrai, a écrit les livres qui ont été montrés dans le montage documentaire, ça c'est vrai, mais par contre cet entretien-là, où il dit « on nous a donné des millions pour démembrer la Russie et nous avons fomenté la haine ethnique en Yougoslavie », ben, je suis désolée, jusqu'à ce qu'on me prouve que ce document existe, ça n'existe pas. Autre document qui n'existe pas, c'est ce soi-disant rapport de la Rand Corporation qui s'appellerait Weakening Germany, ce qui veut dire affaiblir l'Allemagne. Donc ce soi-disant rapport serait soi-disant daté du 25 janvier 2022 et il aurait été soi-disant trouvé par des Suédois qui l'auraient publié. Donc là encore, ce rapport, c'est un faux. C'est tout simplement un faux. Et là, vous avez sur le site Internet de la Rand Corporation. Donc, la Rand Corporation, c'est un organisme d'influence, ce qu'on appelle un cercle de pensée, un cercle de discussion qui cherche à conseiller, qui conseille véritablement des institutions aux États-Unis comme le Pentagone. Eh bien, sur le site de la Rand Corporation, il y a une annonce qui dit que ce rapport, c'est un faux, ça n'a jamais été un rapport qui vient de la Rand Corporation et donc c'est de la désinformation. Donc là, ça m'a agacé, si vous voulez, de voir cette fausse information dans le montage documentaire de Renard-Buté, parce que c'est quelque chose qui permet à nos adversaires de nous décrédibiliser. C'est-à-dire que lorsqu'on balance des fausses informations comme ça, des inventions pures et simples, eh bien, nos adversaires, c'est très facile de dire, c'est très facile pour eux de dire, bah, vous voyez, ils racontent n'importe quoi et ils ne vérifient pas leurs informations. Voilà. Donc, la Rand Corporation, c'est quelque chose qui existe. Et notamment, c'est un organisme qui a publié déjà plusieurs rapports sur la façon dont les États-Unis peuvent contenir la Russie. Et donc, je vous ai mis quelques titres de documents qui existent véritablement, parce que je les ai moi-même téléchargés. Donc, vous avez par exemple en 1993 un rapport sur la nouvelle stratégie de l'OTAN qui consiste à étendre l'OTAN vers l'Europe de l'Est. Donc ça, c'est un rapport qui date de mai 1993. Vous avez un autre rapport qui date de 2003 et qui s'appelle sur l'agenda oriental de l'OTAN. Donc c'est toujours la même volonté d'étendre l'OTAN vers l'Est, aux frontières de la Russie.
Et puis, vous avez à droite ce document qui date de 1999 et qui est un document mais explosif dans le sens où les États-Unis ne mâchent absolument pas leurs mots. Les États-Unis, de toute façon, veulent que ni la Russie ni la Chine ne puissent devenir des rivaux, des nations rivales. Et donc, les États-Unis imaginent toutes les possibilités pour empêcher ces deux nations de devenir des pays aussi importants et aussi puissants qu'eux-mêmes. Donc, leur volonté, c'est tout simplement, je l'ai déjà dit et je le répéterai toujours, c'est tout simplement de maintenir leur hégémonie. Donc, ce rapport de 2019 de la Rand Corporation s'intitule en anglais « Overextending and Unbalancing Russia », ce qui veut dire, en gros, pousser la Russie dans les cordes et la déstabiliser. Donc, c'est vrai que c'est un titre absolument clair. Pousser la Russie dans les cordes et la déstabiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Ce n'est pas une invention, c'est réel. D'accord? Ensuite, autre document aussi qui est réel et qui permet de comprendre la volonté d'hégémonie des États-Unis à tout prix et depuis des décennies. Donc, ce livre, Renard Buté en parle dans son montage documentaire et je vous en ai déjà parlé moi aussi. Donc, il s'agit d'un livre écrit par un conseiller d'origine polonaise qui s'appelle Zbigniew Brzezinski et donc il a écrit ce livre en 1997. Et je vous ai mis les deux couvertures des deux livres, l'original en anglais et la traduction en français. Donc, vous avez le titre en anglais et en français, c'est pareil, c'est Le Grand Échiquier. Par contre, vous avez le sous-titre dans l'édition originale, c'est La suprématie américaine et ses impératifs géostratégiques. La suprématie américaine et ses impératifs géostratégiques. Et ce titre-là, bizarrement, il a disparu de la traduction du livre en français. Ça, c'est évidemment à mettre au compte de l'atlantisme de la France, c'est-à-dire que la France est devenue un laquais et un vassal des États-Unis et que, bien sûr, il fallait enlever ce sous-titre qui était un peu trop brutal et qui affirmait un peu trop la volonté hégémonique des États-Unis. Enfin, ça montre aussi la pleutrerie de l'éditeur français. Et puis, je vous remets un petit extrait de ce livre dont je vous avais déjà parlé. C'est que Brzezinski, en 1997, il fait un constat, et la situation n'est pas tellement meilleure 30 ans plus tard ou 35 ans plus tard, c'est que l'Europe de l'Ouest et de plus en plus l'Europe centrale restent dans une large mesure un protectorat américain. Voilà, c'est tout, un protectorat américain. Et comment dire, le fait que le locataire de l'Élysée envoie des armes à l'Ukraine, alors qu'il n'est officiellement pas en guerre avec la Russie, eh bien ça montre tout simplement la vassalisation de tous les pays de l'Union européenne qui sont aussi malheureusement dans l'OTAN. Et à chaque fois que les États-Unis décident quelque chose, eh bien les pays de l'Union européenne et la France, malheureusement, eh bien font ce que les États-Unis leur demandent de faire. Voilà, tout simplement. Donc là-dessus, je suis totalement d'accord avec Renard Buté dans sa présentation de la volonté hégémonique des États-Unis. Alors, à un moment donné, ah oui, alors ce que je voulais vous dire aussi, mais là je ferai peut-être une émission vraiment spécialement là-dessus, c'est que Brzezinski, lorsqu'il écrit son livre en 1997, eh bien il reprend une théorie géopolitique qui avait été faite dans la décennie 1900-1910 par un Britannique, un Britannique, je crois, Britannique ou écossais, enfin en tout cas, même s'il est écossais, il est britannique, qui s'appelle John Halford Mackinder. Et donc c'était un écossais et c'était un enseignant et un géographe. Voilà. Et donc il a élaboré une théorie dans la décennie 1900-1910, et sa théorie, donc, c'est celle du Heartland, c'est-à-dire, en gros, on peut traduire par la terre qui est au cœur. Donc, le Heartland, pour lui, c'est le centre de l'Eurasie, et c'est la partie qui vraiment, qui est au cœur du monde, de la planète monde. Donc, c'est cette partie-là qui, si on la possède, c'est cette partie-là qui donne la mainmise sur le monde entier.
Ça, c'est la théorie de Mackinder. Et autour de l'Eurasie continentale, donc du centre de l'Eurasie, il y a ce qu'il appelle le Rimland, c'est-à-dire en gros un cercle, un bord qui est de pays qui sont autour et qui sont en quelque sorte des vassaux, si vous voulez. Et puis, il pense qu'il y a une troisième partie dans le monde, et cette partie, ce sont des pays maritimes périphériques, et c'est ce qu'il appelle les îles périphériques. Et vous voyez sur la carte sur les deux cartes que je vous ai mises, eh bien, bizarrement, l'Amérique, le continent Amérique, c'est une île périphérique de l'Eurasie. Alors, évidemment, il faut comprendre que cette théorie, d'abord, c'est juste une théorie. Ensuite, elle est eurocentrée. Et il faut comprendre qu'à l'époque, elle est eurocentrée parce que Mackinder fait partie, encore une fois, de l'Empire britannique et il est partisan de l'Empire britannique. Donc, évidemment que Mackinder, au moment où il élabore cette théorie, c'est avant la Première Guerre mondiale et évidemment qu'il n'a pas prévu le fait que la Première Guerre mondiale va permettre à une autre nation, qui sont les États-Unis d'Amérique, de devenir la puissance dominante dans le monde. Ça, c'est quelque chose que Mackinder n'avait pas prévu. Mais en tout cas, Brzezinski, c'est l'héritier de la théorie de Mackinder, tout simplement parce que Mackinder était aussi quelqu'un qui théorisait la suprématie anglo-saxonne. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter à propos des choses que Renard Buté a dit dans son documentaire? Oui, alors, à un moment donné, ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà aussi parlé, c'est le fait que les États-Unis sont tellement cyniques qu'ils ne répugnent pas à utiliser les armes de leurs adversaires qu'ils combattent. Et notamment les chercheurs et les scientifiques nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce livre-là que je vous présente, c'est un livre qui s'appelle Operation Paperclip, et en français, ça veut dire Opération Trombone. Il a été écrit par une journaliste, moitié, pas vraiment historienne, mais une journaliste d'investigation, on va dire, qui s'appelle Annie Jacobson, et il est paru en 2014 aux États-Unis. Et il a eu une très, très bonne presse aux États-Unis et il n'a absolument pas été infirmé. Tout ce qu'elle dit, Annie Jacobson, n'a absolument pas été infirmé là-bas. Mais malheureusement, en France, eh bien, ce livre, il n'est toujours pas traduit. Et c'est bien dommage parce qu'effectivement, ce que révèle Annie Jacobson, c'est que à partir de 1944, on peut le dire avec certitude, à partir de 1944, au moment où on savait que grâce à l'armée rouge, l'armée allemande allait être défaite et le régime nazi allait tomber, eh bien à ce moment-là, le gouvernement des États-Unis et notamment la CIA se sont dit qu'il ne fallait pas que ces chercheurs et scientifiques tombent aux mains des soviétiques parce que c'était quand même leur... je veux dire, pour les États-Unis d'Amérique, pour les gouvernants des États-Unis d'Amérique, le communisme et le régime soviétique, c'est vraiment leur hantise. Et ça leur fait perdre parfois toute rationalité. Et donc, à partir de 1944, eh bien, la CIA a organisé, mais délibérément et méthodiquement, a organisé le rapatriement de 1600 chercheurs et scientifiques nazis. Et comme vous l'avez vu, quand vous en avez vu certains personnages dans le montage documentaire, eh bien, en effet, certains de ces chercheurs et scientifiques ont accédé aux plus hauts postes dans des institutions des États-Unis. Voilà. Et donc ça, c'est un scandale absolu, mais évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas donné comme information dans les médias de grand chemin. Et la preuve que cette information sur le rapatriement par la CIA de chercheurs et de scientifiques nazis, la preuve que cette information est totalement vraie, c'est qu'elle figure dans un film documentaire dont je vous ai déjà un petit peu parlé, qui est le film documentaire de Oliver Stone, qui est paru en 2016 et qui s'appelle L'Ukraine en feu. Et c'est un film documentaire qui, pour l'instant, n'est pas traduit en français. C'est bien dommage. Mais donc, Oliver Stone a fait ce film avec objectivité, avec vraiment impartialité. Et donc, il y a un passage dans son film documentaire, il y a un passage où justement, il explique
comment la CIA a mis méthodiquement en place le rapatriement des chercheurs et scientifiques nazis aux États-Unis. Et j'avais au départ envie de vous montrer cet extrait où tout cela est expliqué, mais comme je vois que l'heure tourne et que j'ai pas beaucoup de temps avant que Lilou fasse son apéro, je pense que je vais pas pouvoir vous le mettre, mais en tout cas, je vous conseille vraiment d'aller regarder ce film, même en anglais. Enfin, si vous comprenez l'anglais, regardez-le et vous aurez vraiment des informations de premier plan. Alors, autre chose aussi concernant les nazis ukrainiens, puisque vous vous rappelez sans doute que Jean Castex, le Premier ministre, avait osé dire au Parlement cette année que Poutine mentait en prétendant qu'il y avait des nazis en Ukraine. Donc, il faut toujours rappeler que oui, ces groupes nazis, cette idéologie nazie dans l'ouest de l'Ukraine a été très installé depuis les années 30 à peu près. Et donc là, je vous montre deux documentaires qui ont été réalisés par les Russes et bien sûr par la chaîne de télévision russe RT, mais vous savez bien sûr que cette chaîne est désormais censurée dans toute l'Europe à cause d'un diktat de Ursula von der Leyen qui n'avait aucune compétence pour prendre cette décision de censure. Eh bien, donc, si vous regardez les chaînes en anglais et en espagnol, donc il y a RT Documentary en anglais et Documental SDRT en espagnol, et vous les trouvez sur Odyssée. Eh bien, il existe donc deux documentaires qui ont été faits sur un massacre en Pologne, dans la région de Wolynie, un massacre en Pologne commis justement par des milices nazies qui justement collaboraient avec les Allemands pour pouvoir revendiquer leur indépendance. Mais étant donné que ces milices, ces groupes paramilitaires étaient d'inspiration nazie, eh bien donc ils ont massacré dans la région de Wolynie en 1943, ils ont massacré plusieurs villages. Et donc vous avez ces deux documentaires que vous pouvez regarder. Qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre? Oui, alors, ce qui est rigolo, c'est que justement, dans l'histoire, historiquement, donc la partie orientale de l'Ukraine, historiquement, a été quand même s'est battue contre la Pologne. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que, étant donné que ça a causé des morts, c'est pas très rigolo, mais si vous vous souvenez, justement, les relations entre l'Ukraine et la Pologne ont été quelque peu déstabilisées il y a environ un mois, puisque le 15 novembre 2022, il y a eu un missile S-300 qui est tombé dans un village en Pologne et qui a malheureusement tué 2 personnes. Voilà, 2 personnes innocentes ont été tuées par un missile qui s'est abattu sur leur ferme. Et là, tout de suite, vous avez eu Zelensky qui a crié « Mais ce sont les Russes qui ont lancé ce missile, c'est pas possible, si c'est le cas, la Pologne doit venir à notre aide et l'OTAN doit venir nous aider. » Et tout de suite, vous aurez remarqué que justement Biden aux États-Unis a dit « Non, finalement, c'est peu probable, unlikely, peu probable que les Russes aient tiré ce missile. » Et tout de suite aussi, le lendemain, il y a Jens Stoltenberg, qui est le directeur général de l'OTAN, qui a dit « Non, nous n'avons pas d'indication que ce soit une attaque délibérée de la Pologne par la Russie. » Donc, moi, quand j'ai entendu cette information, eh ben, franchement, je pense, alors il y a 2 explications. Soit le missile a été tiré par erreur par les Ukrainiens, soit c'est délibéré. De toute façon, c'est pas les Russes. Donc, si c'est pas les Russes, c'est les Ukrainiens. Puisque les Ukrainiens, de toute façon, dans leur stock de munitions, ils avaient ce genre de missile qui était de fabrication soviétique. Donc, c'est très simple. Soit c'est une incompétence, c'est une erreur, et ça veut dire quand même qu'il y a des militaires ukrainiens qui ont causé par erreur la mort de 2 citoyens polonais. Soit c'est pas une erreur, et dans ce cas-là, c'était une provocation délibérée de la part des militaires de Zelensky pour éventuellement forcer un membre de l'OTAN à se ranger de son côté. Ce qui, alors là, serait la plus grosse escalade dans ce conflit qui, pour l'instant, est localisé.
Et donc, si vous voulez, quand j'ai appris cette information, je me suis dit, mais ce gars-là, il est prêt à tout, Zelensky. Mais tout simplement pourquoi? Parce que depuis des années, je veux dire, il croit qu'il va être soutenu à 100% par les États-Unis. Voilà. Alors, est-ce que j'ai terminé ce que je voulais? Ah oui, alors, oui, là, quand même, il me reste quelque chose de très important. Au début du montage documentaire, si vous vous en souvenez, donc Renard Buté dit pourquoi est-ce que les médias ne se sont pas posé la question qu'est-ce qui avait poussé Poutine à commanditer l'invasion de l'Ukraine? Donc, je le répète, parce que, encore une fois, les mots, c'est très important. Ce qui s'est passé le 24 février 2022, ce n'est pas une invasion. Ce n'est pas une invasion. D'accord? C'est une opération militaire spéciale. De la même façon que en 2013, en janvier 2013, la France, à la demande du président malien, qui s'appelait Dioncounda Traoré, la France a elle aussi décidé une intervention militaire spéciale pour aider le Mali contre les djihadistes. D'accord? Donc ça s'est passé le 12 janvier 2013. C'est François Hollande qui a fait une déclaration solennelle ce jour-là. Et s'il a pu, François Hollande, s'il a pu décider cette intervention en disant qu'il agissait dans le respect de la Charte des Nations Unies, c'est parce qu'il avait auparavant demandé au président par intérim Dioncounda Traoré de lui adresser une demande d'aide officielle. Et donc, le 10 janvier 2013, en effet, le président Traoré avait adressé une lettre à François Hollande pour lui demander officiellement son aide militaire pour lutter contre les terroristes djihadistes de Haqqani, d'accord, de Al-Qaïda au Maghreb. Et donc, le fait que le président du Mali ait officiellement demandé l'aide de la France, eh bien, ça permettait à la France de dire qu'elle agissait dans le respect de la Charte des Nations Unies et notamment de son article 51. Notamment de son article 51. Eh bien, c'est exactement ce que Poutine a fait le 24 février 2022. Il a dit que justement, il s'appuyait sur l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Et cet article dit qu'il n'y a aucune disposition dans la Charte qui ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée. Mais si Poutine a pu dire cela le 24 février 2022, s'il a pu dire « je m'appuie sur l'article 51 de la Charte des Nations Unies et je ne viole pas le droit international », c'est parce qu'il faut rappeler ce qui s'est passé les jours précédents. Et ça, malheureusement, c'est toujours quasiment invisibilisé, même dans les médias alternatifs qui essaient de rétablir la vérité sur le conflit russo-ukrainien. Donc, je vous rappelle chronologiquement certains faits. Le 16 mars 2014, en Crimée, il y a un référendum d'autodétermination pour être intégré à la Fédération de Russie. 2 mois plus tard, le 11 mai 2014, il y a les référendums dans les deux républiques de Donetsk et de Lugansk, avec une participation de 75% et un oui à l'indépendance de 90 et de 96%. Ça veut dire que depuis 2014, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, même si elles n'étaient pas reconnues par le gouvernement de Kiev, bien sûr, eh bien ces républiques, elles existaient. Et entre 2014 et 2022, ces républiques ont plusieurs fois demandé à ce que le Parlement de Russie valide ces référendums. Et pendant ces 8 années, où les deux républiques ont été bombardées par le gouvernement de Kiev et ont été l'objet de représailles par les milices, par les groupes paramilitaires, eh bien, Poutine s'est refusé à répondre positivement à cette demande. C'est-à-dire que non seulement les républiques le demandaient, mais il y a eu aussi la Douma d'État, c'est-à-dire la Chambre des représentants en Russie, qui l'a demandé aussi à Poutine à plusieurs reprises, et Poutine s'est toujours refusé à ça, pendant 8 ans. Et pourquoi il s'est refusé à ça? C'est parce que, comme il s'était porté garant du second accord de Minsk, celui qui a été signé le 5 février 2015, eh bien, il ne pouvait pas décider unilatéralement de reconnaître les deux républiques, parce que cela aurait été une violation des accords de Minsk.
Parce que pour que les deux républiques éventuellement deviennent des républiques autonomes à l'intérieur de l'Ukraine, il aurait fallu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il aurait fallu que le gouvernement de Kiev décide d'abord de modifier la Constitution afin de permettre un référendum, cette fois-ci, valide aux yeux du gouvernement de Kiev. Et ça, le gouvernement de Kiev ne l'a jamais fait et n'a jamais fait un pas pour ce faire. Donc, pendant 8 années, Poutine a refusé de reconnaître les deux républiques indépendantistes. Il a refusé ça. Mais ce qui s'est passé à partir de l'automne 2021, c'est que les Russes, mais d'autres observateurs aussi comme l'OSCE, c'est-à-dire l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, ont remarqué qu'il y avait des mouvements de troupes du gouvernement de Kiev près de la frontière justement avec ces deux républiques. Et de toute façon, Zelensky ne s'en était pas caché puisqu'il avait pris un décret en 2021 disant qu'il allait faire de tout son possible pour récupérer les territoires de la Crimée et du Donbass. Donc, la Russie et les deux républiques de Donetsk et de Lugansk s'attendaient à une offensive justement sur ces territoires, que ce soit à la fin de l'hiver 2021 ou au début de l'année 2022. Et donc, le 15 février 2022, la Douma, c'est-à-dire la Chambre des représentants en Russie, a proposé de nouveau, elle l'avait déjà fait, a proposé à Poutine qu'il reconnaisse les deux républiques du Donbass. Et le 16 février, il y a eu une reprise des bombardements du gouvernement de Kiev sur les deux républiques du Donbass. Et ça a été constaté par des observateurs de l'OSCE. Quand je vous ferai une émission avec une voix dissidente qui s'appelle Jacques Beau, qui est un ancien colonel de l'armée suisse, dans l'entretien que je vous passerai, il le dit clairement. Il dit que cette reprise des bombardements par le gouvernement de Kiev a été constatée par les observateurs de l'OSCE. Du coup, le 21 février 2022, Vladimir Poutine a décidé de répondre positivement à la demande de la Douma, c'est-à-dire de reconnaissance des deux républiques du Donbass. Le 22 février, il y a eu une ratification des accords d'amitié et d'aide militaire par les parlements de la Russie et de la RPD et de la RPL, c'est-à-dire République populaire de Donetsk et République populaire de Lugansk. Et le 23 février, il y a eu, de la part de la RPD et de la part de la RPL, il y a eu une demande officielle d'assistance militaire. Et c'est pour ça que le 24 février, donc Poutine a décidé d'envoyer un contingent spécial, de forces spéciales en Ukraine pour protéger les populations civiles des deux républiques qu'il avait appelées à l'aide. Et encore une fois, je répète, c'est la même chose qui s'est passée en janvier 2013 lorsque la France est venue au secours du Mali et a déployé une force d'intervention spéciale qui s'appelait l'opération Serval au Mali. Voilà. Donc, encore une fois, je terminerai là-dessus. Les mots sont importants et vraiment, il ne faut pas parler d'invasion parce que de toute façon, Poutine a bien compris et je vous l'ai déjà montré avec plusieurs cartes, a bien compris que l'ouest, le centre et l'ouest de l'Ukraine, de toute façon, n'étaient absolument pas pro-russes. Et de toute façon, ce sont des Ukrainiens, il n'y a pas de problème. Donc, je ne vois pas pourquoi il aurait l'idée folle de vouloir envahir un pays dont il sait que la population est contre lui. C'est totalement stupide d'imaginer une chose pareille. Voilà. Alors, eh ben, écoutez, j'ai bientôt terminé. Donc, il est 18h50. Песня, шла дорогами войны.
и по взгорьям. Время движется вперед, запевает нашу песню Александровский народ. По профессии артисты, по призванию бойцы, расправляет крылья песня и летит во все концы. Расправляет крылья песня и летит во все концы. И в бою, и в строю будем Родине служить. И пока жива Россия, наша песня будет жить. И пока жива Россия, наша песня будет жить. Наши песни более радость, память пламенных побед, светло-долгою рекою и космический рассвет. Наши песни, наша вера и любые племена. Александровская песня нашей Родине верна. Александровская песня нашей Родине верна. И в бою, и в строю будем Родине служить. И пока жива Россия, наша песня будет жить. 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 Лауреат 3 государственных премий, народная артистка СССР Александра Николаевна Пахмутова. Дважды краснознаменный ансамбль песни и пляски с российской армии имени Александрова.